Berlin, 1945. Après plusieurs mois de bombardements et 2 semaines de combats de rue sanglants, les Alliés s'emparent de la capitale allemande, brisant le rêve nazi d'Adolf Hitler. L'historien britannique Anthony Beevor, auteur d'un ouvrage de référence intitulé « La chute de Berlin », revient dans cette ville. Une équipe d'archéologues et d'explorateurs allemands va l'emmener dans un voyage souterrain exceptionnel à la découverte d'un monde secret qu'il n'a encore jamais vu. Il s'agit d'un immense complexe de bunkers et de tunnels découverts récemment qui constituent les derniers vestiges du passé nazi de Berlin. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Berlin est en ruine. 90% de ces bâtiments ont été détruits en à peine plus de 100 jours. Pendant 3 mois, les vagues de bombardiers britanniques et américains ont déferlé sur la ville jour et nuit. Puis les soviétiques ont déchaîné sur le centre de la capitale le plus grand barrage d'artillerie de l'histoire, tirant quelques 2 millions d'obus en seulement 2 semaines. Aujourd'hui, Berlin a l'air d'une ville sans passé. Toutes les traces de l'ère nazie ont disparu depuis longtemps derrière l'acier et le verre futuriste. Mais sous la surface, un monde clandestin de bunkers et de tunnels existe encore, dont certains sont des vestiges de Germania, la capitale de l'Europe nazie dont rêvait Hitler. C'est la première fois que je vais voir quelque chose qui a trait à Germania et qui ne soit pas une maquette. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire. Pour la plupart des historiens, Germania n'est que le fantasme fou d'un dictateur. Pourtant, à une vingtaine de mètres sous ce jardin public, se trouvent des vestiges qui prouvent qu'Hitler avait bien commencé à bâtir cette ville. C'est étonnant. C'est de loin la plus grande station de métro que j'ai pu voir. Quel écho! Ce tunnel ferroviaire oublié s'inscrivait dans le réseau de transport de Germania. On arrive au bout du tunnel. Quelle est la longueur totale de cette portion? On a fait environ 220 mètres. D'accord. C'est sa longueur. Plus grande et plus audacieuse que n'importe quelle métropole, Germania devait devenir le nouveau Berlin monumental d'Hitler. À dessein, le Führer décide de surpasser les bâtiments les plus emblématiques d'Europe. Ainsi, l'Arc de Triomphe devait être 2 fois plus grand que celui de la place de l'Étoile, l'avenue centrale plus large que les Champs-Élysées, et la grosse halle assez vaste pour contenir la basilique Saint-Pierre de Rome. Au centre, Hitler voulait une place immense au pied de la grosse halle. Dans ce forum public, il pourrait organiser d'immenses rassemblements et s'adresser à 1 million d'Allemands. Cette construction devait permettre de créer une esplanade interdite à la circulation devant la grosse halle, la salle des fêtes qu'Hitler voulait faire construire. Il ne devait y avoir ici aucune circulation automobile.
La construction de ce réseau de transport commence en 1938, quand l'axe qui passe par la porte de Brandebourg est fermé pour être élargi. Les plans prévoient de creuser à une vingtaine de mètres et de couler un tunnel ferroviaire à 2 voies en béton. Au-dessus, 2 tunnels routiers vont eux aussi être coulés avant qu'on rétablisse la circulation en surface. Mais ces tunnels n'ont jamais vu le moindre véhicule, le chantier ayant été interrompu en 1939 par l'ouverture des hostilités. C'est fascinant de voir une petite partie de ce à quoi Hitler rêvait pour Germania. C'est un fait historique qui fait vraiment froid dans le dos. On imagine à quoi tout ça aurait ressemblé s'il avait gagné la guerre et s'il avait fait tout ce qu'il avait eu envie de faire. Je crois qu'il y a quelque chose de très symbolique dans ce tunnel. Il devait être démesuré pour que les foules viennent écouter les discours victorieux du Führer. Mais en fin de compte, il n'a servi qu'à stocker des armes pour la bataille de Berlin. En 1945, la défaite allemande est devenue inévitable. Bunkers et tunnels assurent la protection des citadins pendant la bataille de Berlin. Mais un immense complexe de béton qui domine le paysage du nord de la capitale va résister aux troupes soviétiques jusqu'à la dernière extrémité. Dans cette banlieue calme du nord de la ville, des fouilles archéologiques mettent petit à petit au jour l'histoire secrète de ce bunker. Aujourd'hui noyé sous les arbres, il se démarque dans le sens où il est construit en surface. À l'intérieur des épais murs de béton, l'association Berliner Unterwelten, qui regroupe des historiens et des archéologues allemands, déblaye, explore et cartographie cette construction gigantesque depuis des années. Ces découvertes les plus récentes ont dévoilé l'histoire d'un des bunkers les plus imprenables jamais construits. Pour prendre la mesure de l'immensité de cet édifice, Anthony Beevor, ancien officier de l'armée britannique, s'enfonce dans ses profondeurs à l'abandon. C'est bon? Oui, c'est bon. S'il a évoqué le rôle de cette grande forteresse, il la visite pour la première fois. Il y a des milliers de mètres cubes de gravats. Avec ce ventre, est-ce que l'endroit est encore sûr? Sûr? Je dirais que oui, grâce aux solides filets d'acier qui sont encore intacts. En 1940, après les bombardements allemands sur Londres, les Britanniques ripostent en envoyant une 50aine de bombardiers sur Berlin. Hitler est furieux. Sa capitale, pourtant au cœur du pays, est sévèrement touchée. Il ordonne donc la construction de 3 installations anti-aériennes appelées Flakturm, qui dessinent un triangle englobant le centre de la ville: Humboldthain, Friedrichshain et Tiergarten. Hérissées de canons, ces tours de DCA doivent constituer un barrage d'artillerie si infranchissable que jamais aucun avion ennemi n'osera plus survoler la capitale du Reich. Le Führer participe personnellement à la conception de cet édifice quasi médiéval. Il a fait des croquis, il a conçu des abris anti-aériens, des tours de DCA. Il voulait participer à ce genre de projet. Un de ces croquis a survécu. Comme Germania, cette Flakturm est surdimensionnée. Elle repose sur des fondations en béton de 2 mètres d'épaisseur. Sa surface au sol équivaut à celle de 24 terrains de tennis. Ses murs ont une épaisseur de 2,45 m et elle est haute de 7 étages. Un toit de béton de 3 mètres d'épaisseur doit résister à l'impact direct de la plupart des projectiles. Et des plateformes de tir à plusieurs niveaux permettent de faire feu à 360 degrés. Face à des raids aériens incessants, la construction devient une course contre la montre qui se double d'un défi logistique impressionnant.
Pour ériger une seule de ces tours de DCA, il fallait amasser 100 000 tonnes de pierre, 78 000 tonnes de gravier, 35 000 tonnes de ciment, 9 200 tonnes d'acier et 15 000 mètres cubes de bois. Le plus gros problème pour les Allemands était donc celui du transport. Les horaires des chemins de fer sont modifiés pour que 1600 tonnes de matériaux de construction soient livrés chaque jour. Des péniches sont également réquisitionnées en France et aux Pays-Bas pour leur transport. Véritable exploit, la construction est achevée en tout juste 6 mois. À 200 mètres, une tour radar est chargée de détecter l'aviation ennemie dans un rayon de 80 km. Une fois la tour de DCA alertée, les antennes radar se replient à l'abri de leur puits de 12 mètres avant que les bombes commencent à tomber. Les pertes dans les rangs des bombardiers alliés sont énormes. Après la guerre, les vainqueurs détruisent les 3 tours. Mais les Français ne font que la moitié du travail à Humboldtheim. En effet, la partie nord de la Flakturm, trop proche de la ligne de chemin de fer, reste debout, mais elle est enterrée sous une montagne de décombres. C'est l'accès au niveau suivant. On est au 3e? Oui. Vous voyez? C'est le milieu du bâtiment. Oui. Regardez. Dans les profondeurs de la Flakturm, Anthony Beevor découvre les outils quotidiens de la guerre. Ce n'est qu'une petite partie de ce que nous avons trouvé. Des boîtes de masques à gaz de soldats. On les a vues sur les photos. Un Stahlhelm. Il est nettement plus petit que le modèle normal. Ce casque a été fabriqué pour les jeunesses hitlériennes et les auxiliaires de la DCA, la Flak, qui avaient 15-16 ans. Ce sont les douilles des plus gros obus? Oui, ça doit être des obus de DCA de 12,8. On utilisait beaucoup de calibres différents ici. Mais celui-ci, c'était le plus gros. Ils en tiraient combien à la minute? 12. 12 coups minute. Quelle portée? 14 km en l'air. Étant un des premiers à entrer dans cette réserve à munitions récemment mise au jour, Anthony Beevor découvre des preuves édifiantes de cette puissance de feu exceptionnelle. D'immenses râteliers qui allaient du sol au plafond servaient à stocker des dizaines de milliers d'obus. Ils empilaient toutes les munitions ici? Oui, en plusieurs couches. Cette réserve était un bunker dans le bunker. Oui. Dans le coin, on voit ce qui reste de l'ascenseur à munitions. Il acheminait les obus sur le toit. On dirait un squelette de dinosaure. Ouais. Il fonctionnait à l'infini, un peu comme un tapis roulant. L'extrémité du puits était protégée par d'énormes dômes en acier. Pour empêcher les bombes et les incendiaires d'arriver ici. Exactement. Même au regard des critères actuels, la puissance de feu des tours était énorme. Tous ensemble, les canons pouvaient tirer plus de 8000 projectiles à la minute. Non loin, les archéologues ont récemment exhumé des preuves indiquant que ces tours ne servaient pas seulement aux militaires. Nous sommes dans la salle anti-gaz d'une des anciennes entrées de la tour C. Ce sont les seules traces écrites que nous avons découvertes jusqu'à maintenant dans ce bâtiment.
En gros caractères, il est écrit « Ouvert au public, bunker civil, abri anti-aérien civil, deuxième étage », avec une flèche indiquant la direction. Les 3 tours de DCA sont donc devenues des forteresses pour tout Berlin. Conçues pour accueillir 11 000 personnes, elles abritaient même un hôpital. Et dans l'une d'elles étaient entassés les trésors artistiques de la ville, dont un buste de Néfertiti vieux de 3000 ans. Günther Schubel, alors âgé de 5 ans, s'est réfugié dans cette citadelle imprenable avec sa famille. Il y avait des gens partout. On avait l'impression d'être dans un château fort. On avait des lits superposés à 3 niveaux, et moi j'étais dans celui d'en haut. Mais une nuit, pendant que je dormais, j'en suis tombé. À la fin de la guerre, des vagues comptant jusqu'à 2000 avions alliés s'abattent sur Berlin qui est bombardé 90 fois au cours des 60 derniers jours de combat. Les tours résistent, mais un problème se pose. Tous les hommes étant au front, les nazis enrôlent des écoliers pour défendre la ville. Alors âgé de 15 ans, Joachim Karao est affecté avec sa classe au canon de la Flakturm. En 1944, ma classe et moi, nous avons été recrutés pour devenir auxiliaires de la Luftwaffe. Nous avons été formés pour utiliser les projecteurs. Et ces installations se trouvaient là où j'avais habité avant. Pendant le mois de mars 1945, les bombes tombent jour et nuit. Puis, mi-avril, l'armée rouge commence à investir les faubourgs de Berlin avec 6000 chars d'assaut et 2,5 millions de soldats. L'anniversaire d'Hitler, le 20 avril, est marqué par un ultime raid aérien. Ensuite, un calme étrange enveloppe la ville. Pour les Berlinois réfugiés sous terre, comme Waltraud Süssmilch, ce silence est terrifiant. C'était ce qu'ils appelaient la pause de la bataille. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais les soldats nous ont expliqué que c'était le calme avant la tempête. C'est ce qu'ils ont dit. Et nous avons tous attendu. Le lendemain, ils sont plongés dans un enfer de feu. Les Soviétiques déchaînent la plus grande concentration de pièces d'artillerie de l'histoire jamais réunies contre une ville. Il n'y a eu aucun avertissement. Rien. On voyait les roquettes nous survoler, comme des ombres noires. Je ne peux pas les décrire. Ça faisait comme ça et ça nous retournait le cerveau. J'ai eu l'impression que mon cerveau se retournait à cause de ce vacarme. C'est le pire bruit que j'ai jamais entendu. Les canons étant disposés tous les 2 mètres, le barrage crée des ondes de choc d'une intensité telle que les servants doivent garder la bouche ouverte pour protéger leurs tympans. Au cours des 10 jours qu'a duré la bataille de Berlin, l'armée soviétique a tiré 1 800 000 obus, soit beaucoup plus que toutes les bombes larguées sur cette ville par les armées de l'air britanniques et américaines. La population s'entasse dans le moindre abri et 30 000 personnes se réfugient dans la seule Humboldthain. Je me souviens que dans les derniers jours de la guerre, tous les couloirs étaient remplis de blessés et de réfugiés. Et pour se déplacer dans ces couloirs, on devait toujours slalomer entre tous ces gens. Les tours fermant l'accès au centre-ville, elles sont pilonnées sans répit par l'armée rouge. Il y avait des petits nuages de ciment et autour des fenêtres, des murs se sont effondrés. Avec un peu de méchanceté et d'ironie, on s'est dit que les architectes n'avaient jamais pensé qu'un jour ce bunker serait arraché du sol à coups d'obus. La tour abaisse ses canons et riposte. S'ensuit un siège digne du Moyen-Âge dont les traces sont toujours visibles. Mais les remparts en béton ont tenu bon
et forcer l'armée rouge à contourner la Flakturm. Les soldats soviétiques progressent ensuite rue par rue, maison par maison. Les combats sont particulièrement acharnés dans le sud de la capitale du Reich, à Tempelhof, où l'armée rouge s'efforce de prendre le contrôle de l'aérodrome. Tempelhof était alors l'édifice fétiche du Führer. C'était un bâtiment très important et ça a été une des premières constructions géantes auxquelles les nazis ont pensé. Adolf Hitler en a fait un projet personnel. Il voulait que Tempelhof devienne l'aéroport le plus gigantesque et le plus beau du monde. Tout y est démesuré et intimidant. Le bâtiment a été conçu pour éblouir les visiteurs étrangers, mais également pour impressionner les Allemands. Hitler voulait que ce soit non seulement un aéroport, mais aussi un stade aérien. Et c'est pour ça que ce bâtiment a la forme d'un croissant immense. Comme le Führer comptait organiser ici un show aérien militaire annuel, le toit en terrasse peut accueillir jusqu'à 100 000 spectateurs. Les pilotes non plus n'échappent pas à la propagande. Du ciel, le bâtiment a la forme de l'aigle nazi. Mais les plus grands secrets de Tempelhof sont invisibles, enfouis dans un réseau de galeries d'une quarantaine de kilomètres, au lourd passé. L'aéroport est resté en service jusqu'en 2008, soit plus de 70 ans après être sorti de terre. Au départ, il s'agissait d'une installation civile. Mais en 1940, rattrapé par la guerre, il est secrètement transformé en centre de production d'avions de combat. Pendant le conflit, bombardiers et chasseurs sortent de ces hangars. Tempelhof est l'endroit idéal pour ce genre de fabrication. Loin sous terre se trouve un ensemble de tunnels et de centrales hydrauliques et électriques. Les recherches de l'association Berliner Unterwelten les font aujourd'hui apparaître dans tout leur gigantisme. Ces tunnels abritent des conduites de chauffage et des systèmes électriques du vieil aéroport, du Tempelhof des années 1930. On n'a jamais tout compté, mais il y aurait au total 6 niveaux sur 6 km de long. L'eau et l'énergie étant à disposition, l'usine de fabrication aéronautique était entièrement autonome. Ce labyrinthe de galeries accueillait également les ouvriers de l'usine. Ce bunker est encore orné de fresques étonnantes. Cet abri, c'est ce qu'on peut lire sur la porte, était destiné aux employés de la compagnie allemande Lufthansa. C'était la plus importante dans les années 1930. Je n'ai encore jamais vu de bunker avec des peintures murales en aussi bon état. Elles illustrent des anecdotes comiques de la vie berlinoise. Elles permettaient aux gens qui étaient ici de penser à autre chose qu'à la guerre et aux bombes. Mais les autorités ne protègent pas que les ouvriers. Elles s'efforcent aussi de préserver les parties les plus cruciales de la chaîne de fabrication. Ce tunnel ferroviaire a été initialement percé pour conduire les spectateurs au show aérien. Mais comme il était à l'abri des bombardiers ennemis, il a été utilisé pour remettre en état des chasseurs Focke-Wulf jusque dans les tout derniers jours de la guerre.
Certains éléments de la chaîne d'assemblage sont encore visibles au plafond. Sous les châssis motorisés, on réparait les chasseurs touchés au combat. Dès qu'ils étaient prêts, les avions traversaient le tunnel pour rejoindre la piste et décoller en direction du front. Les dimensions du tunnel s'avèrent capitales. Ce tunnel mesure 10,80 m de large. L'envergure du Focke-Wulf 190 était de seulement 10,50 m. Il y avait donc 30 cm de marge de manœuvre. Les avions n'avaient donc que quelques centimètres à droite et à gauche pour circuler ici. Tempelhof est un élément clé de la défense de Berlin, et les avions réparés ici sont parmi les derniers que les nazis font voler. Mais cette usine secrète cache un secret plus inavouable que les archéologues berlinois ont découvert par hasard dans un meuble classeur de l'époque. Nous avons découvert ces fiches à environ 4 km au sud de Tempelhof, dans une usine d'armement qui était très importante pour la fabrication de pièces pour l'industrie aéronautique. Les tiroirs sont remplis de cartes de pointage métalliques où figurent le nom et la nationalité d'employés qui n'ont pas tous choisi de travailler ici. Il y a 12 600 cartes, dont 4 000 appartenaient à des travailleurs forcés. Quand les nazis pillent les pays occupés, ils font main basse sur tout ce qui a de la valeur, y compris les habitants. Les conditions de vie de ces travailleurs forcés, surtout ceux en provenance d'Europe de l'Est, sont terribles. 2,5 millions d'ouvriers ukrainiens sont ainsi envoyés en Allemagne. Environ 1 million ne survivront pas. Parmi les Ukrainiens de Kiev déportés en 1942 se trouvait Olga Wiśniewska. À 17 ans, elle a été obligée de travailler sur des avions de chasse à Tempelhof. On travaillait de l'aube au crépuscule. On arrivait à l'usine tous les matins, on sortait nos cartes de pointage, on pointait, et après le travail, on pointait à nouveau. Les avions arrivaient et on devait les peindre. On avait du mal à respirer, parce qu'il y avait de l'acétone pour faire sécher plus rapidement la peinture qu'on appliquait au pistolet. Et les émanations rendaient la respiration douloureuse. À la fin de la guerre, Tempelhof répare des avions 24 heures sur 24 et est défendu bec et ongles par les Allemands. Les Soviétiques ignorent tout de la présence de l'usine, mais veulent utiliser l'aéroport. Les ouvriers se retrouvent donc entre le marteau et l'enclume. Quand les troupes soviétiques se sont approchées, on nous a fait entrer dans une cave. On a passé 3 jours dans l'obscurité sans manger, sans boire et sous la garde d'une sentinelle allemande. Puis une des filles a réussi à sortir et elle a reconnu nos hommes sur la piste. Elle est revenue en criant « Hurrah les filles, nos soldats sont arrivés !» Et l'Allemand l'a abattue. Au bout de 2 jours de combats sanglants, les Soviétiques s'emparent enfin de l'aéroport de Tempelhof. L'armée rouge se rue alors en direction du centre-ville. Fin avril, les Soviétiques étant presque partout, les habitants terrifiés se réfugient dans des tunnels, des greniers, des caves ou des bunkers. À l'abri avec sa mère, Waltraud Süssmilch se souvient des conditions de vie déplorables. On aurait dit une espèce de sauna. L'air était humide. On pouvait à peine respirer. Les gens enlevaient leurs vêtements et ils restaient assis les bras et les épaules nues.
Tout le monde transpirait et ça sentait terriblement mauvais. Il n'y avait pas de déodorant, de poudre ou de vaporisateur à l'époque. Donc ça sentait vraiment mauvais. Ils étaient entassés en quantité inimaginable. Ils étaient 50 000 rien que dans le bunker de Tiergarten et à la Anhalter-Bahnhof. Personne ne pouvait bouger. Les gens ne pouvaient même pas aller aux toilettes, ils faisaient leurs besoins là où ils étaient. Anthony Bivor descend dans un bunker du centre-ville où se sont terrés des femmes et des enfants terrifiés. Cette bouche d'égout, qui n'a pas changé en 60 ans, va lui permettre de remonter le temps. Comme vous le voyez, on entre dans ce bunker pour les mères et les enfants par une salle anti-gaz normale. C'est ce qui est écrit en allemand. Pendant un raid aérien, toutes les portes étaient fermées pour protéger ceux qui étaient à l'intérieur, non seulement des gaz toxiques, mais aussi des incendies. Parce qu'à l'extérieur, les rues étaient en flammes. Dans tous les bunkers et les galeries aménagées en profondeur, il fallait pomper l'eau en permanence. Parce que la nappe phréatique est haute. Exactement. Aufsicht. En allemand, ça désigne la réception d'un hôtel ou d'un bureau. Vous m'avez dit qu'une des choses qu'on vérifiait, c'était qu'aucun travailleur étranger ne se mêlait à la foule, car l'endroit était réservé aux Allemands. Oui, vous avez vu les panneaux. Munie d'un passeport allemand, une mère avec un enfant pouvait entrer si elle était arienne, mais pas les ouvriers étrangers, ni les travailleurs forcés ou les juifs. Je n'ai jamais vu de bunker avec autant de panneaux en aussi bon état sur les murs. C'est étonnant, ils sont très bien conservés. Construit à la va-vite en 1941 pour faire face aux bombardements britanniques, ce bunker est en fait un tunnel ferroviaire modifié. Il a été divisé en 99 salles pour accueillir 13 000 personnes. Le béton armé du plafond mesurait 9 mètres d'épaisseur. Mais les cloisons des salles étaient loin d'être aussi solides. Ça, c'est intéressant. Il y a eu une explosion ici, au bout de ce mur. Un témoin oculaire nous a raconté qu'il y a eu des combats dans les galeries. Mais il se peut que ces dégâts aient été faits par des grenades ou des armes anti-chars. Donc même les abris anti-aériens n'étaient pas totalement sûrs pour les femmes et les enfants. Les soldats soviétiques les ont fouillés et nettoyés. De toute évidence, il y a eu des combats dans ces souterrains. Oui. Aussi horribles qu'aient été les conditions de vie dans ces couloirs, pour les Berlinois nourris depuis des années de propagande anticommuniste, elles étaient moins insupportables que l'affrontement avec les hordes staliniennes, tristement célèbres pour pratiquer le viol et les exécutions sommaires. Bolcheviks. Je ne savais pas ce que c'était que les bolcheviks. J'étais assise là et je me souviens m'être dit « Ils vont monter les escaliers sous peu. À quoi est-ce qu'ils vont ressembler ?» Ça me flanquait une peur bleue. Voici les toilettes. Dans ce climat d'angoisse, les gens se démoralisent vite. Bien sûr, des histoires terribles circulaient. Quand les alcôves étaient fermées à clé et que les gens n'arrivaient pas à les ouvrir, à l'intérieur, certains finissaient par se suicider. Je crois d'ailleurs qu'on a fini par remplacer les portes par des rideaux pour éviter que ça ne se reproduise. La chute de Berlin n'est plus qu'une question de jours. Les gens n'avaient plus d'espoir. Ils avaient peur des soviétiques et certains se sont suicidés. On estime qu'en avril et mai 1945,
dans Berlin et sa banlieue, quelques 100 000 personnes ont mis fin à leur jour. Coupé du monde, Hitler se noie dans ses fantasmes d'un Reich millénaire. Tandis que l'armée rouge progresse petit à petit vers le siège du gouvernement, le Führer rêvasse pendant des heures devant des maquettes de Germania. Berlin est devenu tellement dangereux que les informations sont lues depuis un bunker installé sous la maison de la radio. Après avoir gagné un concours national pour devenir présentateur, Richard Bayer, alors âgé de 18 ans, est une des dernières voix officielles du régime. Nous avons toujours émis depuis le bunker de la radio. C'était une obligation quand les bombes s'abattaient sur Berlin. Ce bunker avait un plafond de 6 mètres d'épaisseur. La question qu'on se posait à partir de la mi-avril, c'était de savoir qui nous entendait encore. L'étau soviétique se referme sur le centre-ville. Les habitants surnomment Berlin le bûcher funéraire du Reich. Mais Hitler et ses sbires n'ont pas l'intention de se rendre. Et Joseph Goebbels assure son travail de propagandiste jusqu'au bout. Dans les derniers jours d'avril, il a encore parlé de la bataille finale pour Berlin. Son slogan était « Le Führer est là, et nous sommes toujours en train de gagner la guerre ». Mais la bataille est perdue d'avance. Pour défendre la capitale, il ne reste plus que des jeunes garçons, des vieillards et des soldats épuisés. Et les soviétiques sont en supériorité numérique à raison de 20 contre 1. Fin avril, ils prennent d'assaut les derniers bâtiments tenus par les nazis. C'est le glas d'Hitler et de son régime. Mais certains de ses proches entendent bien rester en vie. Un bon nombre d'entre eux utilisent donc des galeries secrètes situées près du bunker du Führer pour s'enfuir au nez et à la barbe des soviétiques. La dernière apparition d'Adolf Hitler date du 20 avril 1945. Il décore des garçons des jeunesses hitlériennes qui défendent Berlin avec courage. Il rentre ensuite dans son bunker situé sous la nouvelle chancellerie de la Vossstrasse pour n'en jamais ressortir. Le 30 avril, cerné par l'armée rouge, Hitler accepte l'idée qu'il a perdu la guerre et se suicide. La chancellerie a beaucoup souffert pendant la bataille et a été rasée après la guerre. Son bunker a été noyé sous le béton et on a reconstruit par-dessus. Aujourd'hui, ce qui lui ressemble le plus est un bâtiment érigé de l'autre côté de la rue. Ce sont d'anciens bureaux du ministère des Transports du Reich qui étaient en face de la chancellerie. Dans les années d'après-guerre, toute la rue a été réaménagée. Et c'est le seul bâtiment d'époque qui a subsisté dans la Vossstrasse. Aujourd'hui, on a la chance d'y aller pour la dernière fois, parce qu'il va être détruit dans les mois qui viennent. Donc c'est notre dernière occasion d'observer cet endroit. Vous pouvez voir qu'il y a eu des combats dans les rues. Et on en voit encore les traces sur les murs. C'est un des rares endroits où l'on peut encore observer les cicatrices de la bataille. Dans ce coin, sur ces murs, on voit les vestiges de combats violents. Regardez tous ces impacts de balles. Les gens se sont battus immeuble par immeuble, rue par rue, et parfois étage par étage. À l'annonce de la mort d'Hitler, ses collaborateurs les plus fidèles mettent également fin à leur jour à l'aide de capsules de poison ou d'armes de poing. Mais pour ceux qui ne veulent pas accompagner leur chef dans la mort, c'est le signal de la fuite. Ce bunker abandonné dans le jardin du ministère des Transports permet à nombre d'entre eux de s'échapper. Pour eux, le régime nazi a vécu et ce qui compte désormais, c'est survivre. Beaucoup se sont échappés dans cette direction.
C'est le meilleur moyen de s'enfuir de la chancellerie et du quartier gouvernemental en direction du nord. Pour éviter les combats de la Wilhelmstrasse. Oui. Les fuyards veulent éviter la bataille qui fait rage sur ce grand axe qu'est la Wilhelmstrasse en empruntant un tunnel orienté vers le nord qui rejoint la rivière. Voici l'entrée qui relie les galeries au métro. Vous voyez? Oui. Vous voyez les mots écrits en noir sur fond jaune? Flucht weg, Feuersturm. Sortie de secours en cas d'incendie. C'est en noir sur fond jaune. La flèche indique cette direction, donc il faut passer par là. Les fuyards ont marché sur quelques kilomètres vers le nord, c'est dans cette direction, et ils ont essayé de s'enfuir par la gare ferroviaire de la Friedrichstrasse et le pont de Weidendammer. Mais rares sont ceux qui échappent à l'armée rouge. Les mitrailleuses soviétiques fauchent les gens qui tentent de traverser le pont de Weidendammer. L'Allemagne nazie n'existe plus et il ne reste plus qu'à le faire savoir. Richard Bayer se souvient des mots adressés à la nation par son collègue à la mort d'Hitler. Lors du combat final pour Berlin, à la tête de ses troupes, notre Führer est tombé pour l'Allemagne. Il s'est battu jusqu'au bout pour son idéal. Puis, il y a eu l'éloge funèbre prononcé par Dönitz. Il avait été prévu qu'on diffuse de la musique après ce bulletin. Et cette musique, c'était bien sûr celle qu'Hitler préférait. Wagner et Bruckner. Deux heures plus tard, Richard Bayer ferme la station sur ces mots. Nous nous souvenons encore une fois des actes héroïques des soldats allemands sur terre, sur mer et dans les airs. Le Führer est mort, vive le Reich. Dans les ruines de la capitale, la tour de la DCA de Humboldthain se bat pendant encore une journée, puis ses canons finissent par se taire. Au fur et à mesure que les civils émergent de leur bunker, clignant des yeux dans la lumière du soleil, ils ne reconnaissent pas la ville qui les accueille. Tout était en ruine. Des gens erraient un peu partout. On voyait à peine où il y avait eu des rues. On les cherchait, mais on ne voyait plus où elles s'étaient trouvées. Les bâtiments crachent de la fumée pendant des jours. Après 4 ans d'un conflit dévastateur, l'armée rouge fête sa victoire. Les soldats allemands sont envoyés à pied en captivité. Les travailleurs forcés, débarrassés du joug nazi, entament le long voyage du retour. Les Berlinois, désormais sous occupation alliée, sont chargés du nettoyage des décombres. Les grands bâtiments et les monuments voulus par Hitler ne sont plus que ruines, et les traces du nazisme sont effacées. Mais sous terre, une bonne partie encore intacte du Berlin d'Hitler nous permet de remonter le temps jusqu'à l'Allemagne nazie. C'est absolument fascinant de découvrir les ultimes vestiges nazis de Berlin quand on voit la ville complètement transformée d'aujourd'hui. Mais il reste quelque chose de très perturbant. Il a fallu de grandes quantités de matériaux pour mener à bien ces travaux gigantesques. Du ciment, du béton, du fer, sans parler de la main-d'œuvre et des souffrances des ouvriers qui ont été obligés de travailler à la construction des tours de DCA. Et toute cette souffrance n'a servi absolument à rien.